L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir, inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale avec les débatteurs. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur les différents bouquets Canal+ et Star Times. Merci de nous suivre à la radio. Vous nous écoutez à l'instant, vous êtes sur la 89.5 à Conakry et environ, à l'AB, Beta FM relaie cette émission en direct, notre partenaire de ce côté. Merci de nous suivre via les réseaux sociaux grâce à notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média, à notre site d'information siaminfo.com, à travers nos différentes pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Nous vous accompagnons également de ce côté. Au menu de ce matin, informer, ce n'est pas seulement parler, c'est répondre de chaque mot prononcé. À l'heure où l'information circule plus vite que la vérité, la question du professionnalisme journalistique s'impose comme un enjeu majeur en République de Guinée face aux dérives, aux approximations et aux excès. La haute autorité de la communication resserre l'étau, fixe les règles et réaffirme une ligne rouge. Liberté de la presse ne rime pas avec impunité. Réguler pour assainir, accompagner pour élever, sanctionner pour responsabiliser. La haute autorité de la communication se positionne aujourd'hui comme un pilier de la crédibilité médiatique. Quelle réforme, quel résultat, jusqu'où peut aller la régulation sans étouffer la liberté d'informer? Pour en débattre, nous avons comme invité de ce matin M. Boubacar Yassine Diallo. Il est président de la haute autorité de la communication. Et puis la direction générale de la police nationale annonce la reprise des opérations de déguerpissement dans le Grand Conakry. Elle vise à mettre fin aux occupations anarchiques le long des principaux axes routiers. Selon le communiqué publié par la direction générale de la police nationale, les opérations débuteront dès ce mercredi. Elles cibleront notamment les installations commerciales illégales, les encombrants physiques et les marchés occupant la chaussée. Comment concilier assainissement de l'espace public et respect des activités économiques informelles? Jusqu'où iront ces opérations et avec quels impacts pour les populations concernées? Autant de questions que nous posons ce matin dans le scanner. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la tentative de coup d'État du 3 janvier dernier au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba a été interpellé puis expulsé de Lomé selon plusieurs sources où il s'était réfugié depuis octobre 2022. Renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, l'ancien chef de la transition, est régulièrement accusé depuis son exil au Togo de manœuvres visant à déstabiliser le régime en place. Faut-il y voir un signal fort envoyé aux auteurs de velléités putschistes? On en parle dans la dernière partie de cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Bienvenue à tous et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs qui m'accompagnent chaque matin au compte de cette émission Le Scanner. Ici avec moi, Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Une voix cassée ce matin. C'est ça aussi les inconvénients d'être supporter pendant une finale de la CAN. Merci et bon courage. Ça ressemble bien à ça. Ouais. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité, comme je l'ai dit, ou ce premier sujet au menu du jour. Informer n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Dans un contexte médiatique en constante évolution, la Guinée engage un vaste chantier, celui de la régulation et du professionnalisme dans la presse. Sanctions, accompagnement, éthique et crédibilité de l'information, la haute autorité de la communication est au cœur de cette dynamique. C'est un édito signé Zakaria Kamara. On ne doit pas passer sous silence le travail courageux et structurant de la haute autorité de la communication. Dans une Guinée en pleine transition politique, la HAC s'est imposée comme un véritable pilier de l'assainissement de l'espace médiatique. Là où régnait parfois confusion, dérive et complaisance, la HAC a ramené de l'ordre, des règles et surtout une vision. Une vision claire, faire de la presse guinéenne une profession libre mais consciente de ses responsabilités. Car la liberté sans responsabilité fragilise la démocratie et ne la renforce pas. La HAC a osé, elle a rappelé à l'ordre quand il le fallait, sanctionner lorsque c'était nécessaire, mais aussi accompagner, former et sensibiliser. Ce courage institutionnel a permis de redonner de la crédibilité aux médias, de restaurer la confiance du public et de protéger le droit fondamental des citoyens à une information juste et équilibrée. Dans un contexte politique sensible marqué par des attentes fortes et parfois des tensions, la régulation médiatique est un enjeu majeur. La HAC n'a pas cédé à la facilité ni aux pressions. Elle a tenu le cap défendant la liberté d'expression tout en préservant la stabilité nationale. Aujourd'hui, le bilan est clair. La presse guinéenne se professionnalise, s'assume et gagne en maturité. Ce progrès n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un travail constant, ferme et responsable de la haute autorité de la communication. Ce tournant doit être consolidé car une gouvernance réussie passe aussi par une presse forte, crédible et engagée au service de la vérité et de l'intérêt général. La haute autorité de la communication au cœur de la régulation et du professionnalisme. C'est un édito signé Zakaria Kamara que vous venez de suivre à l'instant même. Mais au-delà des mots, les actes comptent et le président de la haute autorité de la communication l'a prouvé lors de l'investiture du président Mamadi Doumbouya, assumant donc pleinement ses responsabilités pour encadrer en intimant aux communicants de quitter l'espace presse. Je vous propose de suivre cet extrait et derrière, on se retrouve avec notre invité prestige de ce matin, M. Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication.
Pour ceux qui nous écoutent à la radio, une petite explication rapide. C'était donc le président de la Haute Autorité de la Communication qui, en tout cas, insiste à ce que les communicants libèrent l'espace dédié à la presse, aux médias officiellement accrédités pour couvrir l'investiture du président Mamadi Doumbouya, premier président de la 5e République. Au bout du fil, notre invité de ce matin, M. Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue dans le scanner. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez suivi peut-être comme cette vidéo montrant ce que, en tout cas, votre acte salué par un journaliste, homme de médias et professionnel. Dites-nous dans quel contexte M. Le Pen a donc pris la décision de faire libérer cet espace dédié uniquement à la presse et aux journalistes accrédités. Lorsque j'ai revu cette vidéo, je me suis dit que c'est assez à l'eau 30 ans avant aujourd'hui. Il y a 30 ans, 20 ans, je réagissais tel que je l'ai fait lorsque la presse était menacée de disparition. Je me suis rendu compte qu'avec les blogueurs et tout ce que Internet a inventé, si nous n'y prenons pas garde, la presse va disparaître. Qu'elle soit audiovisuelle, écrite ou en ligne. Parce que ce sont des individus qui se autoproclament journalistes et qui bénéficient souvent des likes ou de la complicité de certains hauts fonctionnaires qui veulent montrer à l'opinion et aux tenants du pouvoir qu'ils sont actifs sur le terrain. Et je me dis qu'il fallait que je prenne toutes mes responsabilités et tout mon engagement pour protéger la presse et les professionnels médias, qu'ils soient journalistes ou techniciens de médias. Il est vrai que le contexte était difficile parce que les cloisonnements étaient faits de manière que personne ne devait circuler en dehors du cadre dans lequel il était confiné. Il y va de la discipline d'un tel événement, il y va aussi de sécurité des personnes, des hautes personnalités qui se trouvaient sur les lieux. J'ai eu la chance de pouvoir quitter la loge présidentielle, de traverser tout le stade et de me retrouver dans l'enceinte qui avait été réservée à la presse et qui avait été envoyée. J'ai aperçu des journalistes qui étaient coincés comme dans une boîte de savon. Et Dieu merci, les forces de défense et de sécurité m'ont permis de circuler, qu'elles en soient remerciées. Et je me suis retrouvé donc dans l'enclos où se trouvait la presse et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas exercer. Heureusement, je n'ai pas rencontré de résistance. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, le dernier que j'ai fait sortir, il m'a demandé qu'une bouteille d'eau et je lui ai de prendre toutes les bouteilles qui s'y trouvaient. Les choses se sont bien passées, remercions Dieu. Alors, après cet acte, comment vous vous êtes senti? Bon, mais je me suis senti très heureux d'avoir rétabli les journalistes dans leur unité, surtout que c'est moi, avec mes collègues qui les ont accrédités à la de la commission communication du pôle présidé par le ministre de la Culture et le directeur de la communication et de l'information de la présidence qui m'ont fait l'honneur de présider cette cérémonie d'accréditation et c'est la HAC qui a fait la liste des journalistes accrédités au nombre de 101 dont 30 journalistes de la presse étrangère, donc 71 journalistes et techniciens de la presse nationale et 30 de la presse internationale. Donc, puisque
que c'est nous qui les avons accrédités, et puisqu'ils ont obéi aux consignes qui avaient été données par la DCI, parce qu'il y a une réunion préparatoire où la DCI a eu toute la latitude d'expliquer les consignes de sécurité auxquelles il fallait obéir, je me suis senti dans l'obligation donc de protéger les journalistes, mais voulu aussi envoyer un signal, que ce soit à Conakry ou dans chacune des préfectures de notre pays. Il faut que les journalistes désormais expulsent de leur rang tous ceux qui ne le sont pas. Et s'il y a résistance, appelez la HAC, nous interviendrons sur le champ et les lieux seront libérés. Parce que désormais, si un citoyen veut prendre des images comme c'était possible, ceux qui étaient dans le radin pouvaient prendre leurs images et les diffuser, mais ils n'avaient aucun droit de venir se confondre aux journalistes. Donc c'est un signal que j'ai voulu envoyer aux journalistes de Conakry et de chaque ville. Dès que vous voyez des corps étrangers parmi vous, il faut les chasser sans ménagement. Et s'il y a des résistances, appelez-nous, nous ferons intervenir les forces de l'ordre qui ont la charge de protéger les journalistes et la profession comme nous. Alors, Monsieur le Président, au-delà de l'action que vous avez entreprise le 17 janvier dernier, qui est d'ailleurs salutaire, est-ce que la HAC a d'autres alternatives pour assainir le terrain médiatique à l'heure du vlogging et de tout ce que l'Internet a créé, comme vous voulez dire, au-delà de charger les professionnels de médias eux-mêmes à expulser les prétendus communicants, entre autres? Vous savez que dans le cadre de l'assainissement, la première mesure forte que nous avons prise et qui est effective, c'est celle de doter les journalistes professionnels d'une carte d'identité de presse, telle que la loi l'a prévue. Et donc, je rappelais lors des dernières rencontres avec la presse que nous avons à date délivré 1490 cartes. Donc 1490 journalistes de la presse publique et de presse privée, tous les supports confondus, presse en ligne, presse audiovisuelle et puis presse écrite. Donc ces journalistes sont clairement identifiés. Et personne donc n'a le droit de se mêler à ces journalistes-là lorsqu'ils couvrent des événements d'intérêt public. Donc ça, déjà, c'est la première mesure d'assainissement, c'est que les journalistes sont identifiés clairement par la carte qu'ils détiennent. Première des choses. La deuxième chose, nous avons interdit aux autres, enfin aux vlogueurs et tout ce que Internet a inventé, de couvrir les événements publics, les événements officiels. Donc il reste des citoyens dans leur coin, ils filment ce qu'ils veulent, ils diffusent ce qu'ils veulent. À ce moment, s'il y a infraction ou crime commis par voie de presse, c'est au procureur de se saisir. Il est même dit dans la loi que la HAC peut attirer l'attention du procureur sur les violations. Donc nous sommes fondés à identifier ces personnes et les signaler au procureur qui va engager des poursuites contre eux. Et dans ce cas, c'est la loi sur la cybersécurité qui est évoquée et qui est appliquée aux réfractaires, à ceux qui auront violé la loi. Donc ça, c'est la première mesure qui concerne les journalistes. La deuxième mesure, elle concerne les organes de presse. Vous savez, en Guinée, on a inventé un type de média qui n'existe nulle part. C'est que chaque journaliste, ou beaucoup de journalistes, ont créé des sites Internet. C'est-à-dire qu'il est seul, il se lève un matin, il va chez le procureur, il déclare qu'il a créé un site, la loi le permet, il n'est pas en violation jusque-là.
Mais à l'arrivée, il est seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'employé et que très souvent, lui-même, le patron, il est employé dans un autre. Ça, c'est spécifique à la Guinée. Peut-être qu'il y a des pays où on peut retrouver des cas isolés, mais chez nous, ça a été un cas isolé. Évidemment, la mauvaise distribution de la subvention en est une cause qu'il va falloir gérer impérativement. Comme il est facile d'obtenir la subvention, chacun a créé un organe. Ce qui est quand même déplorable. Et on va l'arrêter parce que à partir du 1er février, je vous ai dit que début février, je viendrai sur votre plateau pour expliquer un certain nombre de choses. C'est qu'à partir du 1er février, tous les ministères vont se retrouver à l'intérieur du pays. Ils vont partir chaque préfecture et chaque village où il nous est signalé qu'il y a un média, quel qu'il soit. Et nous allons faire un recensement exhaustif des médias. Et nous allons, à l'issue de cette grande mission de contrôle et de recensement, établir la liste des médias régulièrement établis. Et cette liste sera donc publiée. Et à ce moment-là, si vous allez par exemple à Kankan, nous allons faire la carte de la Guinée et nous allons positionner les radios avec leur nom. Si vous regardez la carte, vous allez à Kankan, vous savez où se trouvent les radios, où se trouvent les télévisions, où se trouvent les sites. Il en sera de même pour la zone spéciale de Conakry. Donc, à l'issue de cette opération, nous allons publier 2 listes. Une première liste, la liste des journalistes détenteurs de la carte de journaliste professionnel, et nous allons imposer aux patrons de médias de ne recruter que parmi ces journalistes. Et que si un média recrutait des non-journalistes, alors il perdait d'office la subvention de l'État. Ensuite, nous allons publier la liste des organes régulièrement établis. Et dans ce cas, dans chaque préfecture ou dans chaque région, s'il y a des événements, le préfet, le gouverneur et les autres entités de l'État et même les privés n'inviteront que ces médias régulièrement établis. Voilà pour le moment les 2 mesures importantes que nous envisageons. Et déjà, ça nous permettra d'avoir une liste officielle de journalistes, une liste officielle de médias, et à ce moment-là, tous ceux qui ne sont pas médias, tous ceux qui ne sont pas journalistes seront mis hors de la profession, et je pense qu'à ce moment-là, la presse se sentirait mieux. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même, disons, dans cette campagne d'assainissement, ce qui est aujourd'hui beaucoup salutaire. Avoir la cartographie, disons, des médias en République de Guinée et maîtriser cette cartographie-là demande assez de moyens. Aujourd'hui, est-ce que la haute autorité de la communication est investie, disons, de moyens qui peuvent permettre quand même à ce que ce toilettage soit effectué sur le terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous-même, vous avez rappelé ici qu'il y a de ces vlogueurs-là ou de ces blogueurs qui bénéficient quand même des largesses aujourd'hui de certaines personnes ou de certains fonctionnaires de l'État, disons de certaines autorités. Alors, face à cette situation-là, qu'est-ce que la HAC va réellement entreprendre? Je commence par votre dernière question qui est fondamentale. Il y a beaucoup de hauts cadres qui entraînent de vlogueurs, de blogueurs, que je ne sais même pas le prononcer, et parce qu'ils veulent faire leur propre publicité ou se protéger. Et ça, nous allons l'interdire. Moi, je suis personnellement prêt à affronter tout haut cadre qui voudrait saboter, je le dis ainsi, qui voudrait saboter le processus d'assainissement de la presse. Ils n'ont pas le droit d'entretenir des vlogueurs ou des blogueurs ou tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas ce droit. Il y a une profession qui est là. C'est un peu comme un haut cadre qui est malade.
il ira dans la rue chercher quelqu'un pour se faire traiter, il ira voir un médecin. Quand il veut être couvert, en tout cas en dehors de ses activités familiales, il faut qu'il fasse appel à la presse. Maintenant, si c'est baptême, un mariage qu'il a ou une autre cérémonie, il est libre de prendre qu'il veut. Ou encore même, s'il veut faire sa communication, il peut signer un contrat avec une maison, une agence de communication régulièrement établie qui va faire sa publicité. Ce n'est pas interdit. Mais quand il s'agit de couvrir les événements de l'État, il a l'obligation de faire appel à la presse. Et il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Donc je serai le premier à affronter ce genre de cadre qui s'opposerait à l'assainissement de la presse. Je vous donne un exemple. On avait dans une ville un journaliste, lui c'est un journaliste. Bon, il a perdu son emploi, il a voulu se recycler, il a créé une web TV. On a tout fait pour lui dire reste dans un média en ligne, quand les web TV seront autorisés, tu vas le faire, mais il prétendait s'appuyer sur un mot cadre. La première fois, on est passé par la méthode douce, et après, il a continué à exercer. Bien qu'on ait attiré l'attention du préfet, de toutes les autorités pour dire qu'il était dans l'illégalité, mais ceux-là avaient peur de l'autorité un peu plus haut qui le protégeait. Mais nos points focaux sont à l'intérieur du pays, ils sont vigilants et courageux. Notre point focal de la région m'a saisi et nous l'avons fait convoquer à la gendarmerie. Et lorsqu'il s'est retrouvé à la gendarmerie, même pas de sa ville, mais dans la région, le chef-lieu de la région, il a signé des engagements qu'il ne le referait plus. Donc, ça, c'est des choses que nous n'allons pas tolérer, parce que ce processus-là, il ne doit pas s'arrêter. Aujourd'hui, tous mes collègues africains, les présidents d'instances de régulation m'envoient des messages depuis que cette vidéo a circulé, pour me dire que c'était un modèle qu'ils vont prendre en charge, parce qu'ils ont les mêmes problèmes dans leur pays. Donc, gare à ceux qui voudront prendre des gens pour les mettre en concurrence avec la presse. Tant que moi, je serai en tout cas ici à la race, je m'y opposerai et avec la dernière énergie. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions? Le chef de l'État a mis les moyens à notre disposition, le président de la République. Déjà, vous vous souviendrez qu'il a mis un parc véhicule suffisant à nos dispositions. Aujourd'hui, chaque commissaire a son véhicule de service. Nous avons d'autres véhicules qui nous permettent d'aller partout sur le territoire. Et nous avons une dotation budgétaire aussi qui nous permet d'assurer ces missions-là sans avoir besoin de qui que ce soit. C'est ce qui nous rend d'ailleurs très indépendants vis-à-vis de certaines entités donneuses de leçons à l'international. Ce sont des gens qui vous subjuguent. Ils prétendent vous donner des moyens sous réserve que vous obéissez à leur volonté, alors que dans leur pays, parfois, c'est le pire. Et moi, je me soumets à ça. Je n'ai pas besoin d'aller dans une ambassade plaider pour avoir un visa pour partir à l'étranger. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger, je suis revenu en Guinée, je vis ici et je me sens très bien. Donc, tu ne peux pas prétendre me donner une aide pour me soumettre à ta volonté, parfois, qui ne s'applique même pas dans ton pays. Donc, le président de la République nous a donné tous les moyens nécessaires pour assumer notre fonction. Et donc, nous n'avons pas besoin d'aide extérieure pour faire notre travail. Rassurez-vous, nous avons des moyens suffisants qui nous permettent, par exemple, de faire cette mission qui va commencer le 1er février. Nous le ferons sur notre budget de fonctionnement. Et je voudrais remercier tous qui nous aident à avoir ce budget, parce que, bon, parfois, un budget, il y a toute une procédure, c'est pas facile de l'avoir.
Mais quand ma signature arrive, les gens font attention. Le général Amara Kamara qui nous aide beaucoup, le ministre Giba Diakité qui nous aide beaucoup, le ministre du budget Fassine Silla qui n'hésite pas, dès qu'il voit notre document, il le fait passer, le secrétaire général du gouvernement, le ministre des Finances, le directeur du budget, qui est très attentif à ce que nous faisons. Voilà donc des cadres exemplaires qui soutiennent notre cause et qui mettent à notre disposition les moyens que nous essayons de gérer convenablement pour ne pas avoir besoin d'autres financements qui pourraient parfois faire l'objet de chantage. Nous sommes en dehors de ce cycle de chantage et je voudrais en particulier remercier le président de la République. Oui, Cheikh. Alors, Monsieur le Président, comment changer la donne lorsqu'en Guinée, des sites d'information, vous l'avez rappelé vous-même, sont créés de façon fantaisiste et sont des professionnels de médias eux-mêmes, lorsqu'en même qu'il n'y a pas de personnel de travail? Vous savez, je dis c'est encore la subvention. C'est elle qui a tué, alors que l'État a octroyé cette chose, c'est pour développer la presse, c'est pour moderniser la presse. Les grands patrons ont montré le mauvais exemple, pas tous, ce serait trop dire quelques-uns. Quand ils prenaient la subvention, peut-être que ça va nous faire rire, alors qu'ils étaient piétons, ça c'est au début de la subvention, alors qu'ils étaient piétons, le lendemain on les voyait à bord d'une voiture. Et parfois on apprenait qu'ils ont épousé une seconde épouse. On peut en rire, mais c'est grave. Alors que cette subvention, c'est un appoint. En fait, la subvention, ce n'est pas l'essentiel des frais de fonctionnement d'un organe de presse. C'est un appoint que l'État apporte aux médias. Cette subvention aurait dû permettre d'améliorer les conditions de travail des journalistes, d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Imaginez si chaque patron qui recevait cette subvention ajoutait simplement 20 000 francs sur le salaire de chaque journaliste et technicien. Au bout de, peut-être, on va dire que c'est très peu, mais même un franc ajouté sur un salaire, c'est quelque chose. Oui. Parce que ça encourage le travailleur. Il va dire, ah, le patron fait attention à moi. Je connais des radios et des télévisions ici, quand la subvention arrive, ils font des enveloppes pour chaque travailleur. Pour dire, bon voilà, ce montant te permet de compenser tes frais de téléphone, un peu de carburant. Ça encourage les travailleurs et ça améliore un peu leurs conditions de vie. Donc, cette subvention, elle n'est pas pour le patron. Mais puisque les grands patrons l'avaient utilisée tel que je le décrivais, donc chaque journaliste qui voit la subvention passer, qui ne gagne rien, qui ne voit pas ses conditions de travail s'améliorer, qui ne voit pas ses conditions de vie s'améliorer, a décidé d'être patron. Et comme notre loi accorde beaucoup de facilité dans la création, notamment de la presse en ligne et de la presse écrite, c'est une simple déclaration chez le procureur, chacun est devenu patron alors qu'il est employé. D'ailleurs, hier, j'ai reçu les accrédités pour les féliciter. Il s'est trouvé qu'un journaliste était dans la salle, il s'est fait inscrire dans l'accréditation pour une radio, alors qu'il est correspondant d'une presse étrangère. Et la seule question que je lui ai posée, je dis, tu as pris pour la radio, est-ce que tu as travaillé pour la presse étrangère? Il a reconnu, il est honnête, et je lui ai dit que ce n'est pas faisable. En période, quand il y a des situations comme ça, l'accréditation que tu prends, tu ne travailles que pour cet organe-là. Parce que dans ce cas, tu prends 2 places qui auraient pu revenir donc à 2 journalistes. Ouais, malheureusement. Et je l'ai sorti de la salle pour montrer l'exemple que
On ne peut pas tricher quand on est journaliste. Voilà, donc... Oui, Monsieur le Président, cette question, vous avez évoqué tout à l'heure les vlogueurs, les blogueurs, mais il faut quand même des réformes plus structurelles, j'allais dire. Aujourd'hui, parlant du numérique, qu'est-ce que la HAC prévoit de ce côté? Est-ce que dans les jours, les mois, les semaines à venir, la HAC va en tout cas interpeller le CNT ou l'Assemblée qui fait office d'Assemblée nationale pour que des lois soient votées à cet effet afin de permettre aux professionnels d'exercer normalement sans contrainte? Vous avez raison, mais je voudrais vous renvoyer à la Constitution qui est en vigueur désormais. Elle intègre le numérique. Oui. Et c'est l'une des rares constitutions dans laquelle le numérique est évoqué de manière explicite. Ça, c'est une avancée majeure, parce que ça veut dire que pour modifier cette partie de la Constitution, il faut une majorité que l'Assemblée va déterminer. Au minimum, ce sera les 2/3 ou un référendum. Donc déjà, le numérique est pris en charge dans la Constitution. Et c'est pour ça, en février, quand je viendrai sur votre plateau, j'expliquerai ma vision de la gestion, de la régulation du numérique, parce que dès lors que la Constitution met le numérique dans les attributions de la Commission de régulation de la communication de l'audiovisuel, en vertu de l'avant-dernier article de la Constitution, c'est que la HAC joue ce rôle jusqu'à la mise en place de la Commission. Donc nous prenons déjà en charge cette disposition de la Constitution. Et je sais que les rédacteurs de la Constitution ont bien à l'esprit que cette disposition doit être explicitée dans la loi qui mettra en place la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Et je fais totalement confiance au président du CNT, Dansa Kourouma, qui a un esprit républicain et qui est aussi un ami de la presse. Et ensuite, tous les conseillers nationaux, je n'ai pas de doute que cette loi sera claire, sans ambiguïté, et à ce moment-là, les journalistes qui veulent, ou les autres citoyens qui veulent créer des web TV, des web radios, qui veulent créer des chaînes YouTube et tout ce que vous savez, ben, ils auront la liberté de le faire, sans problème. Maintenant, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que la loi va réglementer les dispositions concernant le volet numérique que les blogueurs vont disparaître. Les blogueurs, ils peuvent être des professionnels. Un journaliste peut avoir son blog. Maintenant, un citoyen peut avoir aussi son blog. Mais simplement, le citoyen qui a son blog n'est pas journaliste. Il n'a pas le droit d'aller aux cérémonies officielles pour faire de l'information, pour faire du fact. Lui, il fait ce qu'il veut dans son quartier, dans son taxi, parce qu'il y en a aussi. Dans ce cas, bon, libre, c'est un citoyen qui profite des nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas priver aux citoyens le bénéfice des nouvelles technologies que nous sommes journalistes. C'est-à-dire, nous ferons notre travail de collecte, de traitement, de diffusion pour les masses. Nous restons des masses médias et le citoyen restera avec la communauté, ses amis. Ils partageront les informations qu'ils ont en commun et à ce moment-là, il n'y a pas de confusion. Mais vous savez aussi que les pays commencent à prendre en charge cette catégorie de communicants qui ne sont pas journalistes. L'exemple de la Côte d'Ivoire si proche est très éloquent. C'est que la haute autorité de la communication en Côte d'Ivoire avait été sollicitée par l'Assemblée
concernant cette catégorie de citoyens qui avaient des blogs, qui avaient des pages Facebook et tout ça, la HAC a proposé que lorsque vous avez 50 000 adhérents, que vous ne soyez plus considéré comme dans le cadre d'une communication privée et que vous soyez considéré comme dans une communication de masse. Donc, dès que vous atteignez 50 000 adhérents, vous déclarez au registre du commerce, vous payez le fisc et vous payez des redevances à la haute autorité de la communication. Vous savez ce que les députés ont fait? Non. Ils ont partagé en deux. La HAC avait proposé 50 000 adhérents. Les députés ont voté une loi, c'est 25 000. Donc en Côte d'Ivoire, dès que vous avez 25 000 adhérents, vous n'êtes plus dans le cadre de la communication privée. Parce qu'on considère que vous ne pouvez pas aller dans 25 000 portes pour diffuser votre information. Et donc vous êtes assujetti aux charges presque identiques à celles d'un organe de presse en ligne. Donc ça, c'est un exemple qui va se perpétuer. Et d'ailleurs, pour nous faire rire, notre collègue président, mon cher ami René, il nous a dit qu'il avait vu des posts où les gens disaient à leurs adhérents de dégager. Pour ne pas qu'ils dépassent les 25 000 parce qu'ils n'ont pas d'argent à payer à l'État. Et ils n'ont aucune subvention. Cela arrivera en Guinée et cela nous permettra de contrôler un peu le flux de ces chauffeurs de taxi qui ont des milliers de vues parce que simplement ils insultent, parce que simplement ils vilipendent. Et comme ils ne sont plus sur le territoire, mais un jour, bon, vous savez, tout ça, ça va changer parce que forcément, oui, même aux États-Unis ou en France ou en Allemagne où généralement ils se trouvent, les lois sur la presse commencent à être durcies. Hein. Vous avez vu un grand pays où on a demandé aux journalistes pour accéder aux informations de la défense d'aller signer des engagements. Le premier jour, ils ont rouspété. En ligne, nous les avons vus sortir du ministère de la Défense. Mais le lendemain, ils sont revenus en catimini pour signer. Parce que si dans ce pays, vous n'accédez pas aux informations militaires, vous ne pouvez pas être un correspondant étranger efficace, votre organe va vous ramener. Alors, au-delà de tout ce qui a été dit tout à l'heure, il y a encore des problèmes internes qu'il faille quand même corriger. Récemment, vous avez déclaré, nous étions mélangés, il y avait des sorciers parmi nous, ils mangeaient la nuit et nous en payons le prix le matin. Ce qui reste aujourd'hui encore, parce qu'il y a parmi nous ceux qui même aujourd'hui, certains qui sont détenteurs de cette carte professionnelle, qui excellent dans du faux. Je me demande et je pose cette question, comment aujourd'hui la HAC, parce que vous êtes mieux placé pour nous expliquer cela, à chaque fois vous avez quand même des plaintes, disons, d'autres personnes extérieures qui ne sont pas journalistes contre ces personnes-là, ces journalistes qui sont quand même, disons, détenteurs de la carte professionnelle. Comment aujourd'hui la HAC s'investit contre cet autre état de fait? Oui, vous avez raison. Malheureusement pour vous et moi, nous ne sommes pas des sorciers. Oui, malheureusement pour vous et moi, Abdallah, nous ne sommes pas des sorciers. Et à ce moment-là, c'est difficile pour nous de marcher la nuit et de voir les sorciers. Par contre, le matin, nous apprenons qu'ils ont mangé des enfants et c'est à nous qu'on demande des comptes. Nous, les journalistes sérieux, je n'ai plus envie de parler d'eux. Parce que je pense qu'ils ne sont plus en notre sein. Et pour le reste, nous allons avancer. Mais je dis, les journalistes ont une part de responsabilité. Il faut que les journalistes acceptent, lorsqu'ils décident d'être journalistes, s'ils n'ont pas les moyens pour créer une entreprise de presse, dans ce cas, qu'ils restent employés. Mais le problème, c'est que on voit l'argent circuler, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient,
Et on s'engouffre dans cette atmosphère parfois sombre. Et malheureusement, c'est la profession qui paye. Vous avez raison, nous recevons beaucoup de plaintes ici. Quelqu'un me dit souvent, qui écoute les radios et les télés il y a quelque temps, pas maintenant, il me disait, Yacine, c'est un ami de promotion, il me dit, quand je passe, on dit que la hâte est sévère. Vous ne faites que sanctionner. Je lui dis oui. Qui aime bien châtie bien. Je dis, si nous n'aimions pas la presse, si nous ne nous reconnaissions pas comme journalistes avec tout ce que cela impose, comme rigueur, comme responsabilité, comme modestie, je dis, on se serait assis, prendre nos salaires et ne rien faire. Mais comme nous sommes des journalistes convaincus, nous nous sommes dit qu'il fallait aider cette presse à être une presse libre, j'insiste, une presse libre. Parce que moi, pendant les 30 ans que j'ai exercé la profession, j'ai refusé la censure. Donc je ne peux pas imposer à un journaliste la censure. Et d'ailleurs, bon, pas pour les plus jeunes, mais vous avez entendu parler que j'ai démissionné de mes fonctions de directeur général de l'office de la radio-télévision guinéenne. J'étais d'ailleurs le seul directeur d'office, avec toute la modestie que cela impose. Et j'ai démissionné de mon poste de directeur général de l'office, alors que le président de l'époque, le général Conté, me prenait comme son fils. Et d'ailleurs, on rentrait des États-Unis 15 jours après, j'ai posé ma démission. Parce qu'on m'a demandé d'écrire un éditorial, et je dis, je ne l'écris pas. Voilà, je dis, je ne l'écris pas. Demandé à Fodeta, il était dans la salle, je dis, je n'écris pas. Et j'ai demandé au rédacteur en chef, au secrétaire général, s'il y avait un candidat pour écrire. Ils ont tous dit, comme tu n'écris pas, on n'écrit pas. Et donc, le ministre qui était là à l'époque n'avait pas bien compris que les choses avaient changé, comme les sous avaient dit, ça va vraiment finir. Et moi, je n'ai pas bloqué la machine, je suis parti. Donc, je serai le dernier à censurer un journaliste. Par contre, s'il décide d'être journaliste et que je suis investi d'une autorité, je le mettrai en demeure de respecter l'éthique, la déontologie et les règles en vigueur. C'est tout ce que je lui demande. Pour le reste, si quelqu'un l'accuse, je serai son premier bouclier. Et ça, je l'ai fait. Hein. Il y a plein de journalistes ingrats que je suis allé sortir dans des cellules. Je vois un qui s'agite sur les télés. Il sait où est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai pris de l'endroit où il était avec les bandits. Je l'ai mis au bureau du directeur général. Et du bureau du directeur général, il est rentré. Il y en a que j'ai pris dans une autre ville qui avait dormi dans la poussière. Ce sont les plus ingrats. Mais moi, cela ne me décourage pas. Si je vois un journaliste en difficulté, s'il a raison, je l'aiderai. S'il a tort, je présenterai des pour l'enlever de là où il est parce que ce n'est pas sa place. En tout cas, merci pour... On doit le faire ensemble et je rends les patrons responsables de ce qui arrive. Il y a beaucoup de patrons qui ne veulent pas payer des salaires aux journalistes attrités et qui vont prendre des enfants dans la rue, qui les amènent parce qu'ils parlent soussou, poulard, malinké et parce qu'ils ne sont pas payés et ils font des dégâts. Cela doit cesser et nous mettrons les patrons dans l'obligation désormais de ne recruter que des journalistes stagiaires aussi. Ceux qui finissent les instituts de journalistes ont leur place. Ils vont apprendre petit à petit pour faire la relève. Yeah. Mais les autres doivent être... Si nous notons qu'un patron prend des non-journalistes à la place des journalistes, il sera privé de la subvention. Et ça, je n'hésiterai pas avec mes collègues. Oui, Yamoussa Cheikh, pour la dernière question rapide. Alors, moi, je reviens sur cette question, Monsieur le Président, pour avoir une réponse très claire et précise. Quels sont les moyens que la HAC envisage aujourd'hui, dire les plans même, pas les moyens, mais les plans que la HAC envisage aujourd'hui
pour empêcher à ce que dans les rangs même des professionnels de médias, on crée des sites d'information alors qu'on n'a pas de personnel de service. Est-ce que monsieur le président Boubacar Yassine est au bout du fil? Ouais, mais je n'entends pas la question du journaliste. Ah, ok. La question, c'est d'avoir une réponse très précise et claire par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que la HAC a tous les plans pour empêcher à ce que dans les rangs même des professionnels de médias, on crée des sites d'information alors qu'on n'a pas de personnel de service, Monsieur le Président? Vous savez, ce que la Guinée va faire, c'est la mise en place de la politique de l'entreprise de presse. C'est-à-dire que la loi qui sera prise par le CNT et les textes d'application qui vont l'accompagner mentionneront de manière très claire qu'est-ce qu'il faut pour créer une radio, qu'est-ce qu'il faut pour créer une télé, qu'est-ce qu'il faut pour créer une presse écrite, qu'est-ce qu'il faut pour créer une presse en ligne, qu'est-ce qu'il faut pour créer une web TV, qu'est-ce qu'il faut pour créer une web radio. Les cahiers des charges seront clairs. J'ai montré aux jeunes qui prétendaient avoir créé des web TV les fiches techniques et les cahiers des charges dans les pays où les web TV sont autorisés. Ils se sont rendus compte que ce sont des télévisions comme Kavi, mais qui émettent exclusivement sur Internet. Donc, que ce soit notre équipe ou ceux qui viendront à notre place, ils auront l'obligation d'assainir. Et c'est pour ça que nous assainissons déjà. Bien. Nous assainissons déjà pour avoir une base de données sur laquelle les gens vont travailler. À ce moment-là, puisque le fait aura précédé le droit viendra encadrer le fait. Qu'est-ce que je veux dire? Si déjà les sites se sont créés dans l'indiscipline parce qu'il n'y a pas de contrôle et parce qu'il y a la subvention, on dira désormais, pour créer un site, voilà les conditions qu'il faut remplir. Les sites qui veulent rester vont remplir les conditions et les autres vont disparaître. Or, on ne peut pas créer une entreprise sans employé. Mais si l'employeur est l'unique employé, il est le comptable, le rédacteur en chef et tout ça, ce sont des sites qui vont disparaître. Et je le dis à longueur de journée aux jeunes que je rencontre. Bien. Je dis, inscrivez-vous déjà dans la logique soit du salarié ou de l'employeur. Si c'est dans le cas de l'employeur, vous ne supporterez pas, sauf si vous êtes hérité. Bon, voilà, donc ça, ce sont des mesures que la loi va fixer et les textes d'application de la loi, les arrêtés et les cahiers des charges vont appliquer. Bien. Et à ce moment-là, soit tu es patron, et d'ailleurs, pour terminer, c'est pour ça que la convention collective n'est pas signée. Elle est prête, mais puisque tout le monde... Monsieur Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication, qui était notre invité, on vient de le perdre, mais nous sommes même aux portes de la pub, vous l'avez compris, qui revenait un peu sur les démarches. Est-ce qu'il est là? Parce que je ne le reçois pas, il est déjà parti. Donc, notre invité de ce matin, monsieur Boubacar Yassine Diallo, qui est revenu un peu sur tout ce que la HAC est en train d'entreprendre pour assainir le monde de la presse, en tout cas la presse en République de Guinée. Merci, monsieur le président. Si vous nous écoutez à l'instant, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. La pub, derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure.
Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Salatugo mobata wora wolisa wodi roto fe Kavi Media arame fe nunga matofera mamo barama wati sumunyi atemu ina ya kitini tongo fe nangere wora wasali so na munyanga sobia so alura mene baho anfa se fante mo boke kakanke anu bofa kakanke he woli de na hande ha bila tugutu mbara yeme legine hatu legine de bagam maba ma se ka fe bori tanfan ko hatu wona wakat na maiti grafi tanfan yamiba ena mo. La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé ici, il faut le dire, la division. Donc, de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, mais on est là, on vous respecte, on vous aime et on vous considère, quel que soit ce dilemme, nous on va... Pour que la Guinée soit reconnue à l'international. Et quand on voit ces genres de... Climatisé. Et maintenant... Là, tu fais des comptes, vas-y, quand tu veux. Petit soleil, Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé. Merci de nous suivre sur Kavi Media. Et dans cette deuxième partie de cette émission, le scanner en première partie, nous avons eu comme invité M. Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Nous parlons de cet autre sujet. À Conakry, l'annonce de la reprise des opérations de déguerpissement par la police nationale relance le débat sur l'occupation anarchique des voies publiques. Comment ces actions seront-elles menées et quelles garanties pour les commerçants concernés? Les opérations débutent dès ce mercredi et visent des marchés débordants, installations illégales et encombrants physiques. Yamoussa Cheikh Kamara. En tout cas, la direction générale de la police nationale a sorti un communiqué hier pour informer
ces occupants anarchiques de dégager à partir de ce mercredi-là. Il faut quand même le dire que ces opérations... Mercredi, c'est demain. Hein. C'est demain, ouais. C'est demain. Donc ces opérations ont commencé depuis ces 2 dernières semaines ou ces dernières semaines en Guinée, suite même à l'investiture du président de la République. On en parlait dans ce studio à Blala, on a vu l'image que Conakry a aujourd'hui, beaucoup d'artères d'accord de l'autre côté, surtout sur la route Le Prince, mais aussi sur l'autoroute. Et donc on insistait dans ce studio par rapport au suivi de ces initiatives-là. Alors, est-ce qu'on pense qu'après l'investiture du président de la République, ce qui a été entrepris va rester là? On dit que ce communiqué de la direction générale de la police nationale vient à point nommé, puisqu'aujourd'hui, même au sein de la société, c'est l'attente de beaucoup de citoyens aujourd'hui. Il faut que Conakry garde cette image qu'elle a déjà depuis l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Alors, je crois que à partir de cet instant, parce qu'il faut quand même le dire, au niveau de nos abords de route, le constat est sans appel. Installation commerciale illégale. Il y a des marchés débordants sur la chaussée et c'est le même constat qui est fait par la police nationale. Je crois que de ce côté-là, c'est bien vu. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est de lancer toujours un appel à l'endroit de ces occupants anarchiques par rapport à une sorte de coopération, puisque souvent on assiste à des résistances dans même le Grand Conakry lorsque ces actions comme ça sont entreprises par les autorités compétentes. Donc à ce niveau, il faut quand même le dire, ce qui est entrepris depuis cette dernière semaine est salué par tous les citoyens, ou par la quasi-totalité des citoyens de Conakry, mais pourquoi pas de la Guinée tout entière. Et donc perpétuer, c'est aujourd'hui le souhait de tout le monde, c'est cette volonté qui est exprimée par la police nationale. Donc à partir de mercredi, des actions ou des opérations encore vont reprendre sur le terrain. Conakry va connaître cette autre opération de déguerpissement. Vous allez comprendre un peu partout dans nos marchés, je le disais tantôt, il ne serait-ce que cité ici, du côté. Surtout au niveau de la cité en Koussin, permettez-moi de faire ce tour. Voilà. Mais honnêtement, c'est de l'anarchie totale. C'est presque incroyable. Et à quelques mètres d'un commissariat, parce que ça c'est plus grand qu'un commissariat. Oui, c'est un commissariat. C'est une CMI. Attention. CMI, c'est quelque chose comme ça. Une compagnie mobile, à quelques mètres d'une compagnie mobile qu'on assiste à ces brouillards. Pas seulement en Koussin, c'est incroyable. Le conseil de même un peu partout. Amatoto, même à Yimbaya. À Taneri, ça va un peu. Au marché Mayalon, ça déborde toujours. Ouais. Il faut aller depuis hier lundi et jusqu'ici, les gens ont commencé à reprendre les mauvaises habitudes. C'est vrai que des inspecteurs sont passés là à l'occasion de l'investiture pour au moins dégager les artères. Mais si vous revenez à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens ont commencé aussi à revenir, même sur les artères dégagées. Donc, comme pour dire que très grave. Ça devient une mauvaise habitude de la part des citoyens guinéens. L'autre fois, je le disais tantôt, si l'État s'investit pour vraiment poser des actes comme ça, il faut de la citoyenneté de la part des citoyens aussi, puisque, comme le disait le président Mamadi Doumbouya, la Guinée ne peut pas se construire sans la participation active de tout le monde. Ouais. Donc ça veut dire que le concours des uns et des autres aussi est sollicité. Si l'État s'investit pour rendre la ville de Conakry meilleure, donner une bonne image à la capitale Conakry, donc il va falloir que nous, de l'autre côté, nous en tant que citoyens, que nous comprenions cet état des faits et que nous travaillons dans ce sens pour aider l'État aujourd'hui qui, dans son rôle régalien, doit poser des actes concrets allant dans le cadre de donner une bonne image à Conakry qui est notre capitale. Mais ce qui se passe dans nos marchés, c'est vraiment
hors commun, et il faut le dire. C'est incroyable ce qui se passe là à chaque fois qu'on dégage des gens. Sinon, ça n'a pas commencé que par ce régime. Autant Alpha Condé, on en a assisté, on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a eu plein d'opérations de déguerpissement, mais on sait comment ça s'est soldé et finalement les gens reviennent toujours. Donc il va falloir qu'on appelle à un esprit de citoyenneté, puisque ça ne peut pas rester continuel. À chaque fois, on vous dégage et vous revenez. Ça devient un problème. Donc, il va falloir, du côté même des autorités, de prendre les mesures drastiques. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Il ne faut pas seulement se limiter à de simples déguerpissements. C'est pourquoi, dans ce communiqué, il est mentionné quelque part que les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi, chose que moi j'ai aimé personnellement, puisqu'il ne faut pas seulement se limiter à dégager les artères, quand on sait que lorsque nous quittons, il va y avoir encore de récidives, s'il faut le dire ainsi, puisque les citoyens guinéens, c'est vraiment du dur à cuire. Dur à cuire, hein, Mohamed Leba. On craignait cela, on disait est-ce qu'après l'investiture du président Mamadi Doumbouya, ces opérations vont se poursuivre et bien évidemment, la police nationale va poursuivre ces options de déguerpissement. Oui, il faut quand même dire que c'est une manière de rétablir la mobilité et la sécurité dans le pays, connaissant réellement ce que c'est aujourd'hui quand on parle de mobilité. C'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement est en train quand même de s'investir pour nous sortir de terre tout ce que nous connaissons aujourd'hui en termes d'infrastructures. Et tout cela, c'est pour permettre que cette mobilité soit quand même, disons, rétablie, surtout aussi la sécurité des usagers. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qu'il faut souligner, ce déguerpissement ou ces opérations de déguerpissement s'inscrivent également dans ce cadre, notamment de rendre Conakry propre. Il faut le dire. Nous l'avons vu et nous l'avons remarqué ces derniers temps lorsqu'il s'agissait quand même, disons, lorsqu'il s'agissait de préparer l'investiture, d'organiser l'investiture du président de la République. Alors on s'est tous posé, disons, beaucoup de questions, à savoir réellement est-ce que cela va être pérennisé dans le temps. Et c'est ce que si on parle de reprise aujourd'hui des opérations de déguerpissement, ça veut dire qu'en grande partie il y a eu échec. C'est parce qu'il y a eu interruption, c'est parce qu'il y a eu des failles quelque part qu'on veut désormais corriger. C'est parce que ceux qui ont été déguerpis reviennent encore occuper les espaces où ils ont été déguerpis. Alors la faute à qui aujourd'hui? Moi je dirais que la faute à l'État, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi derrière. Vous savez que le vide, la nature a horreur du vide. Vous le savez très bien que dès qu'on déguerpit et s'il n'y a pas de mesures, disons, d'occuper légalement ces espaces déguerpis, naturellement, des citoyens ou d'autres citoyens vont revenir s'installer encore. Et cela en complicité avec certaines autorités, notamment il faut le dénoncer. C'est une réalité aujourd'hui qui gangrène ou qui continue de gagner quand même du terrain dans nos vies. Comment lutter contre ces mauvaises réalités-là? Je crois que c'est là que l'autorité entre en jeu et pour le faire, il faut une stratégie et une politique parce qu'il ne s'agit pas, on en a vu quand même avant cette investiture que certains s'attaquaient quand même à certains biens qui n'étaient même pas, c'est-à-dire ce n'était pas opportun qu'on fasse. Donc juste faire pleurer, c'est parce que quand j'ai vu ce tout pan du communiqué où on met garde les contrevenants, je dis bien attention. Il faut d'abord, si on doit faire appliquer la loi, un ultimatum doit être lancé, annonçant quand même des actions contraignantes et surtout aussi des sanctions. Alors, mais c'est ce qui est fait maintenant, hein, parce que là on parle du mercredi. Le communiqué a été produit lundi. Ça c'est pour maintenant. Je crois que peut-être c'est une manière de corriger ce qui s'est passé pour l'investiture. C'était presque 24 heures où d'autres ont été carrément
surpris de ces différentes actions-là. Ce sont des actes, de bonnes actions, mais si elles sont exécutées sur le terrain, alors là, ça fait des frustrés. Et aussi dire aux citoyens d'être dans des situations pareilles. Parce que quoi qu'on puisse dire, si vous avez les règles, vous respectez la loi, vous pourrez ne pas être suivi par des opérations. Et c'est pourquoi il faut encore durcir un peu le ton par rapport aux sanctions concernant ces différentes actions-là. Vous savez, c'est parce qu'il y a l'impunité, elle est garantie, c'est tout simplement. Si vous êtes sanctionné parce que vous êtes venu vous installer ici illégalement, et la sanction elle est lourde, je ne crois pas, la prochaine fois si vous allez venir encore pour prendre, sachant réellement que vous allez encore prendre les mêmes sanctions. Donc il faut qu'on essaye de durcir un peu le ton par rapport à cela et que la complaisance quitte le navire quand même, disons, de ces différentes sanctions-là. Parce que c'est souvent c'est ce qui arrive, des personnes censées faire respecter ces différentes ces lois-là, et finalement ce sont des personnes aujourd'hui qu'on essaye de corrompre, parce que c'est ça. Si vous prenez l'argent qui doit être destiné quand même à la caisse publique, vous mettez cela dans votre poche, ça veut dire tout simplement que vous vous exposez à la corruption, et cela est contraire quand même, disons, à la loi. Ça veut dire tout simplement que vous-même vous exposez à à des poursuites judiciaires. Si cela est annoncé, je crois que les mesures doivent être prises pour encadrer ces déguerpissements-là, parce que si c'est fait dans les règles de l'art, ça permettrait à Conakry de respirer un peu, de sortir du poids des ordures, parce que quand on parle de déguerpissement, comme je l'ai dit à l'entame, cela s'inscrit également dans le cadre de l'assainissement de Conakry aujourd'hui, qui ne vend pas quand même de bonnes images à l'étranger. À l'étranger, comme le président l'a rappelé, avant même son investiture, 2026 est une année de travail et de rigueur. Donc, vous l'avez compris, citoyens de Guinée, de Conakry, de l'intérieur du pays, respectons les lois, évitons de nous exposer aux lois, parce que ce serait quand même à nos frais, à nos périls. Ça, c'est tellement clair qu'on ne reviendra pas là-dessus. Si vous savez que vous êtes illégalement installé, vous avez encore quelques heures, quittez, débarrassez les lieux pour éviter d'être déguerpi, parce que le déguerpissement peut de fois tourner mal et que vous perdez des choses, parce que ceux qui viendront pour tout, pourquoi pas dire, tout ravager, parce que c'est ça aussi leur boulot, ils ne font que leur boulot. Donc évitez d'être, en tout cas, de vous opposer à ces agents qui viendront pour ces opérations. Évitez d'être dans le viseur de la loi. Si vous êtes illégalement installé, veuillez quitter, même si c'est une autorité locale qui vous a installé là-bas. Si vous n'êtes pas dans les règles, quittez avant ce mercredi. Vous avez encore plusieurs heures pour vous décider. Nous, on va prendre la direction du Burkina Faso, Mohamed, avec vous. La stabilité politique reste sous surveillance, il faut le rappeler, puisque le sujet, on a évoqué cela depuis plusieurs jours. La semaine dernière, même, on en parlait. L'interpellation maintenant et l'expulsion de Lomé de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est l'ex-président de la transition burkinabé, qui marque aujourd'hui un tournant décisif. L'ancien chef de la transition est accusé de tentative de déstabilisation du régime en place. De beaucoup de chefs d'accusation. Il en a tellement que ça va être très difficile pour lui sûrement de s'en sortir si ce qui est annoncé s'avère quand même. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire qu'il n'y a pas encore eu de communication officielle comme on attendait réellement de la part du pouvoir de Ouagadougou pour communiquer officiellement sur cette arrestation et enfin, si on peut le dire comme ça, cette expulsion de l'ancien président de la transition burkinabé en la personne de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et Damiba qui était quand même en exil pas loin, il était au Togo et finalement il s'avérait quand même, cela s'avérait comme étant un exil qui devenait un peu encombrant. Et finalement on apprend qu'il a été arrêté par les autorités togolaises. Alors
pour quel motif? C'est aujourd'hui beaucoup d'observateurs, chacun de son côté, il va de son commentaire par rapport à ces motifs-là. On attendra encore une nouvelle fois peut-être la communication officielle des autorités burkinabées pour en savoir davantage réellement des motifs de l'expulsion, parce qu'on ne parle pas. C'est vrai que le pouvoir de Ouagadougou quand même en avait un peu ras-le-bol de toutes les actions ou de tout ce dont on accuse aujourd'hui l'ancien président d'Amiba, de comploter contre la nation, de tentatives de déstabilisation et beaucoup d'autres chefs d'accusation. Oui. Alors, nous avons appris qu'il aurait été arrêté d'abord le 12 janvier, donc cela fait carrément une semaine maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à Lomé où il s'était quand même refusé? Du 12 janvier 2026, aujourd'hui nous sommes le 20, ce n'est qu'avant-hier qu'il a été, disons, expulsé expéditivement, si je peux me le permettre, vers Ouagadougou. Donc pour Ari Sandaogo, selon des informations relayées, c'est des informations qui sont à notre niveau, l'ex-lieutenant-colonel a été interpellé par les services de sécurité togolais avant d'être remis dès le lendemain aux autorités burkinabées. Pour le moment, il faut dire que c'est un transfert qui reste top secret parce que il n'y a pas encore eu de communication officielle, mais ce qui reste clair aujourd'hui, des annonces déjà préalables parlant de ce coup d'État du 3 janvier. Alors nous savons pertinemment ce qui lui est reproché. C'est un tas de chefs d'accusation. Pourra-t-il s'en sortir? Ça va être très compliqué dans un pays aujourd'hui qui ne tolère pas ces différentes actions dans le sens de déstabilisation. Nous avons vu ce pouvoir avec, disons, s'ériger même contre d'autres pouvoirs, notamment qu'on accuse incessamment de tentatives également de déstabilisation. Ces pays aujourd'hui sont connus. Alors pour le cas de Damiba, c'est une autre couche d'accusation qui vient d'être remise. Il y avait déjà, bien avant son arrestation, d'autres personnes qui seraient prises pour complices, c'est-à-dire des personnes associées à ces différentes tentatives de déstabilisation, parce que ce n'est pas une première qu'il soit accusé. La tentative de coup d'État du 3 janvier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors aujourd'hui, il faut dire quand même, cette souveraineté, ça se questionne, cette souveraineté, cet asile politique remis en cause, parce que on s'attendait moins à ce que Paul Ari Sandaogo Damiba soit quand même extradé de Togo à Ouagadougou, pour des motifs moins connus, parce que par le passé, il y a, si vous regardez aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État. Avec une communication très maîtrisée. Très maîtrisée, parce que jusque-là, il n'y a pas de polémique. C'est pourquoi il faut prendre des choses encore une fois avec des pincettes. Donc la remise en cause de cette souveraineté, de cet asile politique, ça devient quand même une porte ouverte aujourd'hui pour ceux qui sont au pouvoir de traquer ceux qui étaient hier au pouvoir. Le cas notamment le cas du Congo, où l'ex-président aujourd'hui est en conflit avec le pouvoir en place. De l'autre côté, vous avez des pays qui ont connu notamment des coups d'État réussis. Je parle de la Guinée-Bissau juste à côté ici, où des présidents de ces pays-là quand même se retrouvent aujourd'hui dans d'autres pays africains. Alors si cette souveraineté et cet asile politique s'avère aujourd'hui remis en cause, donc il y a lieu de se poser des questions, parce que l'action du Togo montre une collaboration sécuritaire directe entre les deux pays, le Togo et le Burkina Faso. En exécutant une demande burkinabé sur son sol, le Togo donne la priorité aux relations avec la zone voisine, fragilisant le principe traditionnel de protection offerte par l'exil politique. Donc c'est un véritable souci, c'est un véritable coup qu'il faille quand même souligner. De l'autre côté,
il faut parler de la consolidation du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Alors le retour forcé et le jugement à venir de Damiba permettront au capitaine Ibrahim Traoré d'éliminer son rival, parce que jusqu'ici il arrivait difficilement à dormir, c'est ça la réalité. Paul Harris Sandaogo qui ne quittait pas ses bottes, et aujourd'hui le voir arrêté, je me dis que c'est une manière quand même d'un peu souffler et de se dire qu'on peut peut-être un peu être épargné d'une menace. Il a pris le pouvoir en septembre 2022 par les armes. C'est difficile de faire confiance en la personne qu'on a quand même déposée. Paul Harris Sandaogo, peut-être on peut dire qu'il n'avait pas des troupes manifestement derrière lui, mais il restait quand même tout de moins. Et cette menace-là pour le pouvoir de Ouagadougou, donc voir aujourd'hui s'entendre avec le Togo pour extrader celui qui s'avérait étant encombrant pour le règne d'Ibrahim Traoré, c'est quelque chose de normal pour le pouvoir, et ça permet encore une nouvelle fois de se légitimer un peu, et surtout de renforcer cette légitimité qui semblait battre de l'aile. Battre de l'aile de ce côté. En attendant, comme l'a rappelé Mohamed Leba, la communication officielle des autorités burkinabées, on nous apprend de source sûre que Paul Harris Damiba Sandaogo est quand même mis aux arrêts. Est-ce qu'il est arrivé effectivement Voilà, c'est là où on se pose la question. Et pour quel chef d'accusation? On annonce assez de chefs d'accusation, mais ce qui reste clair, c'est quand même lié à cette tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso il y a quelques jours. C'était le 3 janvier dernier, 3 janvier 2026. Mais aussi de très près l'évolution à travers nos confrères de ce côté pour avoir plus d'informations sur cette actualité aujourd'hui qui reste brûlante sur le continent, avec ces coups d'État, des tentatives de coups d'État qui s'enchaînent du côté du Burkina Faso. Merci Mohamed pour tous ces détails. Merci à tous. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci au peuple de Guinée. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, aux équipes techniques, à la réalisation, à la production. Merci à tous de nous avoir suivis. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.